Où en est le Brexit? Alors, le Brexit, ça change tous les jours. On a eu, depuis le dernier entretien d'actualité que j'ai fait, je sais plus, il y a 3 semaines ou un mois, il y a quand même eu beaucoup de nouveaux. Il y a eu le fait que la loi a été promulguée par la reine Elisabeth II. Ça veut donc dire que le Brexit aura lieu. Ça, c'est une chose qui est acquise. Mais à partir du moment où la reine l'a promulguée, j'ai fait d'ailleurs un petit texte là-dessus qui a été mis sur notre site et sur les pages Facebook, le sujet est définitif. Voilà. Le problème, c'est le contenu. C'est-à-dire que le Brexit a lieu, mais quel en est le contenu? Parce que le mot Brexit, finalement, ça veut dire que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais tout le débat qui a actuellement lieu au Royaume-Uni, ça fait maintenant 2 ans que ça dure, c'est de savoir quel va être l'accord de sortie de l'Union européenne avec les pays membres de l'Union européenne. Or, vous l'avez vu, ce qui s'est passé au cours des derniers jours, c'est que Madame Theresa May a été sommée par quelques chefs d'entreprise, notamment Thomas Enders, qui est le patron exécutif du groupe Airbus, qui est un Allemand, qui a commencé à avoir des exigences incroyables, qui d'ailleurs s'est exprimé devant la Chambre de commerce allemande à Londres, enfin, on croit rêver. Et Madame Theresa May a donc fait avaliser un projet de Brexit, de soft Brexit, de Brexit doux, par son gouvernement qu'elle avait réuni au manoir de Chequers, une espèce d'endroit où se réunissent fréquemment les gouvernements britanniques pour des séminaires de réflexion. Et puis, dans cette décision qui a été annoncée, il y en a qui n'ont pas trouvé leur compte, et donc 2 des principaux ministres pro-Brexit du gouvernement, David Davis, qui était très pro-Brexit, très eurocritique, et qui était le ministre du Brexit, justement, et puis Boris Johnson, le flamboyant ministre des Affaires étrangères, qui a été une des pièces maîtresses de la campagne des partisans du Brexit, eh bien, ont claqué la porte un jour puis le lendemain du gouvernement en disant que Madame Theresa May était en train de trahir le choix des électeurs. Alors, j'ai expliqué dans un article que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas vu, pourquoi cette situation. Cette situation, elle vient d'abord du fait que lorsque le Brexit a été voté au Royaume-Uni, il y a eu, sur 100 personnes qui ont voté en faveur du Brexit, le Brexit a été adopté en juin 2016, par 52% des électeurs. Parmi tous les électeurs qui ont voté pour le Brexit, sur 100, il y en avait 40 qui étaient des électeurs du Parti conservateur, donc qui étaient les premiers par rapport aux autres, mais qui étaient minoritaires. C'est-à-dire que 60% des électeurs du Brexit n'appartenaient pas, enfin n'étaient pas des électeurs traditionnels du Parti conservateur. Il y en a eu 25, je crois, du parti UKIP, le parti de Nigel Farage, du parti qui s'était créé justement pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y en avait 20 ou 21% qui étaient du parti travailliste, donc de gauche. Faut bien comprendre ça. Et puis vous y ajoutez d'autres, il y avait les Verts, il y avait le Scottish National, Parti national écossais, le parti gallois, etc. Et puis également des gens sans parti. Donc on a 100 au total. Ça veut dire qu'en gros, si on considère que la droite britannique, c'est UKIP et conservateur, on peut considérer qu'il y a à peu près 60%, 66%, entre 60% et les 2/3 des électeurs du Brexit qui étaient des gens de droite et de droite dure, voire d'extrême droite, puisque certains qualifient le UKIP d'extrême droite, disons une droite très conservatrice et pro-américaine. Et puis il y en avait quand même un tiers à 40% qui étaient des gens de gauche. Donc l'idée que le Brexit serait une politique de droite est une idée qui est démentie par les faits, puisque 40% des électeurs du Brexit sont des gens de gauche, ou 33 à 40%. Le deuxième point, c'est que le gouvernement qui a été chargé ensuite de mener le Brexit a été chargé parce que les Anglais ne disposent pas d'un parti politique qui aurait pu être le parti représentant l'électorat du Brexit. Il n'y a pas de parti, même le UKIP est très à droite, parti conservateur est à droite, parti travailliste est à gauche, etc. Mais les électeurs qui ont voté pour le Brexit, ils n'ont pas eu un parti qui les représente. Donc on a eu un parti conservateur, puisque la Chambre des communes n'avait pas été dissoute. Donc il y avait les députés avant et après le référendum, c'était les mêmes. Donc la majorité était conservatrice. Et donc on a eu un gouvernement conservateur pour mener le Brexit. Mais le problème,
C'est que je vous ai dit qu'il n'y a que 40% des électeurs du Brexit qui étaient des électeurs du Parti conservateur. Le problème supérieur, c'est que par ailleurs, le Parti conservateur n'avait pas pris de position sur le Brexit, puisqu'il y avait à l'intérieur du Parti conservateur des partisans, d'ardents partisans du Brexit et d'ardents partisans de l'inverse, c'est-à-dire du Remain, c'est-à-dire rester dans l'Union européenne. Et donc, comme le parti était extrêmement divisé, comme par exemple avait pu l'être le RPR de la grande époque au moment de Maastricht, en 92, je rappelle que Chirac avait appelé à voter oui, mais Philippe Séguin ou bien Charles Pasqua avait appelé à voter non. Eh bien donc, ça avait tiré à huée et à diable, mais c'était le cas pour le Parti conservateur. Sachant quand même que 2/3 des ministres avaient appelé à voter pour le maintien dans l'Union européenne. Et donc on a eu un nouveau gouvernement, avec comme Premier ministre Madame Theresa May, qui est une femme très bien, une femme intelligente, remarquable, certainement. Mais Madame Theresa May, elle avait quand même un vice d'origine, c'est qu'elle avait appelé à rester dans l'Union européenne. Et donc, le gouvernement qui a été chargé de mettre au point le Brexit est un gouvernement qui est composé uniquement de membres du Parti conservateur. Il n'y a personne du UKIP, il n'y a personne du Labour, il n'y a personne de la gauche et de l'extrême gauche. Donc tous ces électeurs-là ne sont pas représentés au gouvernement. Mais pire encore, le gouvernement conservateur, Madame Theresa May, pour être en conformité avec sa majorité, a été obligée dans son propre gouvernement d'avoir des ministres pro-Brexit et des ministres pour le maintien dans l'Union européenne. Voilà. Alors vous imaginez comment est-ce que l'on peut faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne si à l'intérieur du gouvernement, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ça tire à huée et à diable. C'est exactement la situation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a duré, et puis le départ de David Davis et de Boris Johnson donne à penser que c'est la ligne molle qui va l'emporter. Je dis ligne molle parce que ceux qui étaient des partisans de l'Union européenne, à commencer par Madame Theresa May, Premier ministre, et que l'on charge de faire le Brexit, sont obligés de faire la politique contre laquelle ils avaient appelé à voter. C'est un peu comme si en France, il y avait un référendum sur le Frexit, sur la sortie de la France de l'Union européenne, et que tout le monde se mobilise, à commencer par moi et l'UPR, et que le Frexit gagne, comme l'avait prophétisé d'ailleurs Macron lors de son voyage au Royaume-Uni en février dernier, et qui est, mettons, 53 ou 54% des Français qui votent pour la sortie de l'Union européenne, et qu'à ce moment-là, Macron décide que le Premier ministre qui va mener cette sortie de l'Union européenne, ça sera Alain Juppé ou François Bayrou, qui sont des partisans du maintien dans l'UE. On voit bien qu'il y aurait un malaise. Et bien ce malaise, ça fait 2 ans qu'il existe au Royaume-Uni. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois ils sont obligés de le faire, et à la fois c'est fait par des gens qui font tout pour essayer de neutraliser une partie de ce Brexit. Faut-il en conclure, comme certains, j'ai lu certaines, parce que j'ai fait un article, j'ai vu certains commentaires, il y a des gens qui disent que je m'étais trompé, qu'en fait, il n'y aurait jamais de Brexit, que j'avais été un petit peu trop allant, et ci et ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y aura jamais de Brexit non plus. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'avoir une zone de libre-échange avec l'Union européenne en matière commerciale, mais pas en matière d'échange de personnes. Le gouvernement britannique veut simplement que ça concerne l'échange des marchandises. Et que, à ce titre, le Royaume-Uni appliquera donc les décisions qui sont prises par le marché commun et acceptera d'être assujetti aux décisions de la CJUE. C'est ça, la Cour de justice. C'est ça qui met en colère les partisans du hard Brexit. Mais il faut reconnaître que, moi je suis d'accord que ça n'est pas bien, parce que soit on y est, soit on n'y est pas. Mais il faut reconnaître quand même que le Brexit ne se limite pas à ça. Le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, c'est lui qui décidera de sa politique diplomatique. Il n'a plus la politique étrangère de sécurité et de défense. C'est lui qui décidera de l'engagement de ses forces armées. C'est lui qui décidera de sa politique migratoire. C'est lui qui va décider également de sa politique sociale. C'est lui qui va décider de sa politique de service public. C'est lui qui va décider de sa politique de droit social, de contrat du travail. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Et ceux qui disent « Ah, bah, tout est foutu, il n'y a plus de Brexit parce qu'on choisirait un Brexit soft », à mon avis, exagère aussi, parce que il y a quand même tous les pans de souveraineté que récupère le gouvernement britannique. Surtout ces sujets dont on ne parle pas au moment des affaires commerciales. Puis il y a un autre aspect des choses qui n'est pas évoqué, je suis désolé, c'est entrer un peu dans le détail, mais c'est très technique, c'est que la Commission européenne et les autres partenaires européens ne vont pas forcément accepter l'offre de Madame Theresa May. Quand elle dit, par exemple, qu'il faut séparer la question des échanges de marchandises et la question des échanges de personnes,
Il se trouve que c'est contraire au dogme sacro-saint du marché unique. C'est-à-dire le marché unique européen où il y a une totale liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. Est-ce que les autres partenaires européens vont accepter ce partage des tâches? Rien n'est moins sûr. Enfin, je terminerai là-dessus en disant quoi? En disant les enseignements pour la France. D'abord, si Mme Theresa May fait ces tergiversations, c'est qu'ils ont un problème spécifique au Royaume-Uni, qui est le problème de l'Irlande du Nord, que nous n'avons pas, fort heureusement. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, mais l'Irlande du Sud, c'est-à-dire la République d'Irlande, ne fait pas partie du Royaume-Uni et elle reste dans l'Union européenne. Or, il y a une frontière terrestre. Et donc, comme c'est entre Irlandais et que c'est une situation explosive en Irlande du Nord, ça gêne un peu le gouvernement britannique de rétablir des frontières à cet endroit-là. Donc c'est un sujet qui est chez eux assez délicat. Mais surtout, l'enseignement numéro 1 qu'il y a à tirer pour la France, eh bien, c'est de dire que si nous voulons sortir la France de l'Union européenne, si nous ne voulons pas être amenés à avoir ces mesures chèvre-chou, ça veut dire qu'il faut avoir un programme extrêmement clair, je l'ai toujours dit, sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais il faut aussi, pour le porter, un parti politique qui rassemble au-dessus du clivage droite-centre-gauche. De telle sorte que lorsque les Français auront voté pour le Frexit, eh bien, nous aurons un gouvernement ensuite qui correspondra à cette variété d'opinions, puisque, en réalité, les pro-Frexit ou anti-Frexit, ça n'est pas la même chose que la droite et la gauche. On l'avait vu au moment du référendum sur la Constitution européenne en 2005, où 55% des Français ont voté non. D'après les sondages post-électoraux, à peu près 30% d'entre eux, enfin 30% sur les 55% venaient de la gauche et les 25% venaient de la droite. Eh bien, c'est ça exactement la question dont il s'agit. Je rappelle que j'ai présenté la sortie, le Frexit, dans le cadre de l'élection présidentielle. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, on serait dans un cadre totalement différent du référendum sur le Brexit. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le Brexit pour le moment. On n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. Peut-être que la position de Mme Theresa May va-t-elle brutalement s'affaiblir dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il va y avoir une révolution de palais au Royaume-Uni et qu'elle va chuter et qu'on va avoir un autre Premier ministre. Donald Trump, qui n'est jamais à une provocation près, lui a dit que Boris Johnson ferait un excellent Premier ministre. En attendant, tout ça est extrêmement déroutant, ça bouge beaucoup. Ce qui est exact, c'est qu'il y a des forces sur les marchés financiers, dans l'oligarchie des grands groupes industriels, économiques, financiers, internationaux et en particulier britanniques. Il y en a qui essayent de faire en sorte que le Brexit soit vidé de substance. Mais comme je l'ai dit, je pense que même s'il est en partie vidé de substance, il ne pourra pas l'être totalement pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis c'est finalement, et c'est la conclusion, un formidable appel à se rassembler en France derrière l'UPR, puisque nous, l'Union populaire républicaine, nous sommes justement ce qui manque aux Britanniques. Il leur manque justement un parti qui se soit créé sur le Brexit et qui aurait rassemblé autour de lui tous les électeurs du Brexit. Nous, notre parti s'est créé sur le Frexit, sur la sortie de l'Union européenne, et nous sommes en train de rassembler tous les Français qui le veulent. Nous avons, même si la France a un certain nombre de longueurs de retard sur le Royaume-Uni pour la sortie de l'Union européenne, en termes politiques, en termes de conception stratégique, nous avons, à mon avis, un certain nombre de longueurs d'avance sur les Britanniques.